Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, vous êtes sur la table ronde théorie et pratique des Fab Labs d'entreprise. Et puis, comme on a beaucoup travaillé ensemble ce matin, on était au départ un certain nombre à avoir beaucoup pensé notre intervention. Et puis finalement, on a vu qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de choses à raconter. Donc on a décidé de hacker un peu la chose. Donc on va tous descendre là avec vous et voilà comment ça va se passer. L'objectif, c'est de partager un peu nos expériences, de vous raconter un peu qui on est en 20 minutes à peu près. Et ensuite, pendant 10 minutes, les autres Fab Labs, j'aimerais bien que vous veniez aussi raconter pendant 1 ou 2 minutes. Donc ça va être la première partie. Et l'objectif de cette table ronde, en fait, plutôt que c'est intéressant d'échanger l'expérience, mais après tout, on est des makers. On voudrait que ça débouche sur quelque chose, qu'on génère quelque chose, un moyen de collaborer, un moyen d'avancer, un moyen de nous partager entreprise. On va vous raconter un peu ce que c'est que de travailler sur un Fab Lab d'entreprise, la grande chance qu'on a quelquefois, les contraintes aussi. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'on arrive à démarrer quelque chose en commun. Alors, je vais passer à Constance. Voilà, on va passer un peu 3 minutes chacun, vous raconter qui on est. Et ensuite, ce sera à vous. Bonjour à tous. Du coup, je vais essayer de tenir le temps. On m'a demandé en 3 minutes de présenter à la fois qui j'étais, pourquoi je suis là, et en même temps aussi pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans le contexte de cette journée-là ensemble aujourd'hui. Donc, Constance Garnier, moi je suis membre active à Artilect ici. Je suis arrivée dans ce milieu-là en 2013, d'abord par l'entrée de la recherche. Je fais actuellement, après avoir étudié les modes de coopération dans et entre les Fab Labs, donc vraiment sur un axe Fab Lab principalement associatif, je fais aujourd'hui une thèse à Télécom Paris Tech où je m'intéresse à l'impact du mouvement Maker et plus particulièrement des Fab Labs sur le management de l'innovation en entreprise, donc particulièrement sensible au thème qu'on va travailler aujourd'hui. Et puis rapidement aussi vous redire que le Fab Lab Festival auquel on est absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui. Il est né d'une petite histoire française. Artilect, c'est le premier Fab Lab qui a ouvert en France en 2009. Et puis dans les premières années, l'objectif de ce Fab Lab, c'était de diffuser, de parler de ce qu'était le modèle Fab Lab, de ce que c'était, de l'intérêt que ça pouvait avoir et de l'intérêt de le développer partout en France. Du coup, on a d'abord participé à des événements qui étaient portés par la ville, donc avec un lien dès le début avec les institutions et les entreprises pour communiquer sur ce modèle-là, ce qui a permis à beaucoup d'acteurs français, dont beaucoup qui sont aujourd'hui ici et qui maintenant sont des fondateurs et des heureux Fab Managers de Fab Lab, de les créer. Et puis au bout de quelques années, on s'est dit, on est tous des makers, on fait tous les jours, on aime le faire et on aime amener les gens à faire. Il n'est donc plus nécessaire de parler de Fab Lab, mais de se réunir et de faire. Ça a été le thème du premier Fab Lab Festival en 2014. Et donc on continue dans cette lignée-là. Et l'objectif de ce festival, il est triple. C'est à la fois poursuivre l'évangélisation, si je peux me permettre ce terme-là, des Fab Labs, c'est-à-dire l'ouverture à tous et démocratiser la fabrication numérique personnelle, d'où la volonté d'être sur un festival gratuit et ouvert au grand public, comme ça le sera ce week-end. Mais aussi permettre au réseau des Fab Labs de travailler entre eux et de se voir un peu plus que les quelques minutes d'informel pendant les temps où on est tous en train de présenter, d'avoir une vraie journée où on peut travailler ensemble. C'était l'objet de la journée d'hier. Et enfin, troisième objectif, travailler en intelligence et en coopération avec tous les autres acteurs, l'inclusion des Fab Labs dans le milieu socio-économique, d'où l'intérêt de cette journée-là, Fab Lab pro et institutionnel, et de voir comment est-ce que les Fab Labs associatifs et professionnels peuvent travailler, échanger, partager et tous voilà, monter encore plus loin, encore plus haut. Merci Constance, bravo. Alors, avec Jean-François, on va vous raconter un petit peu. Nous, on s'est retrouvés là parce que c'est vraiment l'idée du mouvement finalement Maker, c'est l'humain au cœur et c'est des rencontres. Constance, elle a rencontré Jules. Jules, il est à GRDF. Et puis Jules, il travaille aussi avec Pascal. Et donc c'est quelque part cette idée de se dire, nous, on a une très belle dynamique au sein de cette entreprise. Ces relations humaines ont fait qu'aujourd'hui,
il y a plus d'une trentaine de collaborateurs de GRDF qui sont venus, et c'est parti d'une rencontre et d'une dynamique globale. Et ça se passe comme ça, finalement, l'innovation. C'est cette belle dynamique et énergie humaine qui se crée, et qui a fait qu'aujourd'hui, on a rencontré Anne, et qu'on s'est retrouvés à faire une petite maison. Et c'est comme ça qu'on a rejoint, finalement, qu'on est avec vous aujourd'hui. Cette petite maison, elle est là avec les autres petites maisons. Et ça montre un petit peu cette ville intelligente qui est notre ville, notre monde, qui est fait de nous, tous ces hommes-là qui sommes sur cette terre. Et on va vous faire passer les petites maisons. Et en fait, elle est chauffée au gaz naturel. Hein. et en fait, tout simplement, c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous raconter. Et notre aventure au sein de GRDF, elle a été impulsée durant toute l'histoire, c'est une entreprise historique. La notion de maker, finalement, avant que le mot existe, existait déjà dans les gènes de l'entreprise. Et on a aujourd'hui Jean-François qui est avec nous et qui représente finalement le patrimoine de l'entreprise, et ça fait des années, et qui travaille pour GRDF, et qui est l'un des pour ne pas dire, avec Philippe Frontero, celui qui a monté le mouvement Gaz Lab au sein de GRDF, et qui a impulsé finalement une belle aventure qui a été soutenue par Pascal qui est là et qui a impulsé aussi cette dynamique au sein de l'entreprise. Et depuis 2 ans, on est dans une logique d'innovation participative où on donne vie aux idées de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à travers le prototypage dans les Gaz Labs et une fabrique numérique. Alors je ne sais pas si Paul est là aussi, qui a été impulsée par la DSI, qui aide le prototypage, cette fois-ci pour des idées qui nécessitent du développement informatique. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-François pour que tu nous racontes un petit peu la belle aventure Gaz Lab qui a hacké GRDF. Oui, la naissance du Gaz Lab, puisqu'on l'appelle Gaz Lab et non Fab Lab, chez nous, ça a été au départ plusieurs innovateurs, des idées qui ont fusé, et puis des idées qui n'arrivaient pas à monter spécialement, qu'on n'arrivait pas, malgré un outil qu'on avait à l'époque qui nous permettait de classer des idées et de les faire évoluer, à être produites rapidement. Et un jour, on s'est dit, avec l'imprimante 3D, on aurait pu aller plus loin. Avec l'imprimante 3D, mon collègue avec qui je travaille souvent me dit, avec l'imprimante 3D, touchez vos idées. Et là, de là est né vraiment le premier Gaz Lab chez nous. On avait un directeur qui nous a suivis, qui était prêt à nous payer le matériel qu'il fallait pour pouvoir travailler. On a eu une imprimante, on a eu un scanner, de l'informatique avec des programmes qui nous permettaient donc de modéliser. Et on a lancé les premières impressions comme ça. Et petit à petit, on a commencé à créer du matériel qui a fini par être même produit en série. Donc vraiment, la naissance des Fab Labs est vraiment due, je dirais, à un élan de la base, mais aussi de la tête. Et s'il n'y a pas le lien entre les deux, si ce lien est cassé, je pense qu'on ne peut pas arriver à faire des Fab Labs aujourd'hui. Voilà. Merci Jean-François. Donc moi c'est Jean-Charles. Bonjour à tous. Je vais vous parler du PlayLab d'Airbus. Donc nous c'est... On n'entend pas bien allô? C'est mieux? Debout peut-être. Alors le PlayLab d'Airbus, c'est parti d'un groupe de managers. Ils étaient une vingtaine. Et ils se sont posé la question comment travailler différemment, inciter la créativité. Ça a donné suite un peu à une énième restructuration de la boîte. Ils se sont dit il faut qu'on arrive à créer un petit peu un mouvement de légèreté, se libérer des process. Ils ont fait pas mal de workshops. Et, ils ont réfléchi et puis ils ont conclu tout ça par un voyage au Chili. Ils sont allés à la Silicon Valley, ça existe vraiment, où ils ont rencontré tout un écosystème de start-up, de makers, et ils se sont dit c'est génial, et il faut qu'on ait quelque chose comme ça chez nous à Toulouse. Ils sont rentrés et ils ont mis en place le PlayLab. Alors d'abord, ils ont squatté un petit local à côté de la cantine. Ils ont acheté 2-3 canapés chez Ikea et puis ils ont commencé à organiser des conférences, à faire venir des gens motivés pour essayer de briser un peu les silos entre les différentes structures de notre société. Et ça a pas mal pris. Les gens se sont sentis assez investis dans la chose et puis chacun apporte sa vision. Quelqu'un qui s'y connaissait en impression 3D a ramené ses compétences et il y a cette notion d'échange qui a commencé à naître, jusqu'à ce que la hiérarchie comprenne vraiment
qu'il y avait un intérêt là-dedans. Et ils ont investi dans un plus grand local. Et puis maintenant, une personne dédiée pour le faire vivre. Donc ça rejoint ce que disait Jean-François. On a vraiment cette approche qui est venue des deux côtés, du haut et du bas, et qui fait que la chose fonctionne. Et maintenant, on peut lui donner un peu la forme qu'on veut pour garder cette dynamique. Merci. Donc moi, je représente Air France KLM et le métier de la maintenance aéronautique. Donc nous, on parle de 14 000 personnes qui maintiennent les avions d'Air France et de KLM et de compagnies à travers le monde. C'est un vrai business d'Air France KLM. Donc notre métier, nous, c'est de réparer. Donc nous, on a 14 000 personnes et la plupart des gens, c'est des techniciens avions qui savent très bien utiliser leurs mains. C'est des gens qui ont toujours eu à proximité ce qu'on appelait, nous, des ateliers de proximité où ils étaient invités à développer des outillages, à faire du prototypage. Donc pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Maintenant, on a créé il y a quand même 2 ans ce qu'on appelle l'EM Aerolab, où on donne des outils qui sont, on va dire, plus modernes à nos techniciens pour innover. Donc ça peut être une partie digitale qu'on a sur Singapour avec un centre d'innovation qu'on a créé, mais ce qui est vraiment nécessaire, et on croit vraiment, les bonnes idées viennent des techniciens, donc on doit travailler avec eux pour leur mettre à disposition dans les hangars de maintenance aéronautique, dans les ateliers où on répare les moteurs, un endroit où ils peuvent déjà se connecter, partager entre eux, ça c'est ce qu'il y a de plus important, partager entre les différentes divisions. Il y a des gens des moteurs, des avions qui ne se voient pas forcément, donc on veut que ces gens-là se regroupent et derrière leur mettre à disposition des moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que s'ils veulent créer un outillage, dans le process actuel, c'est cahier des charges, sous-traitance, et ça ne fonctionne plus dans le monde d'aujourd'hui. Donc on veut revenir à cette agilité qu'on a un petit peu perdue, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a été invités et on est heureux de partager avec des gens qui ont commencé avant nous cette expérience-là pour mettre en place ces projets-là, et on vous invitera à les voir dans les prochains mois. Sachant qu'on a des initiatives déjà avec, Loris va en parler, qui pilote ce projet-là. Il y a déjà des imprimantes 3D, on a déjà plein de lieux où on fait du prototypage, mais on veut un petit peu coordonner tout ça et aider ces gens-là à avoir de meilleurs outils en place. Alors, bonjour à tous, Loris Robin, moi je représente Air France Industrie. Ça fait une dizaine d'années que je travaille pour Air France Industrie avec un gros passé dans la conception de cabines d'avion, d'aménagement de cabines d'avion. Je rejoins tout fraîchement le département innovation et l'un des projets qui m'a été confié est l'implantation de Fab Lab au sein d'Air France Industrie. Donc on est dans une période purement de réflexion, on cherche à identifier notre modèle, notre fonctionnement, etc. Donc on n'a pas encore vraiment de retour d'expérience sur le sujet, mais on s'est aperçu qu'on avait besoin d'insuffler une dynamique d'innovation. On sait que dans les grandes entreprises, ce qui peut poser problème dans le développement de l'innovation, c'est souvent la gestion des ressources humaines qui peut être un peu trop procédurière, un peu trop organisée en silo. Et c'est au travers des Fab Labs qu'on peut essayer de retrouver un management différent, tester des nouveaux managements qui peuvent correspondre aux nouvelles générations, donner plus d'autonomie aux salariés, promouvoir l'intrapreneuriat. Et donc promouvoir l'innovation et la culture de l'innovation au travers de ces Fab Labs. Donc voilà, on est en train de réfléchir à tout ça et du coup on est preneur un peu de tout ce qui va se dire aussi ici, des idées comme des réponses à nos questions. Voilà. Donc avant d'interroger méchamment mes petits collègues, je vais me présenter quand même un petit peu. Donc nous, on représente l'innovation publique au milieu de ces grands acteurs. On est adossé aux agences de surveillance de la qualité de l'air et aux collectivités territoriales. On essaye de revamper un peu ce métier de la surveillance et de la politique publique en matière de qualité de l'air et maintenant d'eau, donc sur l'environnement. Notre histoire très rapidement, en fait, au départ, moi j'étais consultant, j'ai travaillé longtemps sur les politiques publiques et progressivement j'ai changé la manière de travailler. C'est venu tout seul, c'est venu à travers les lieux, la manière de recevoir les gens, la manière de travailler avec mes clients,
jusqu'à un tel point où finalement les marchés publics classiques ne répondaient plus. On s'est dit, mais mon Dieu, il faudrait qu'on aille vers de la ville prototype, du travail d'innovation. Et on a eu cette idée de monter ensemble un labo d'innovation. Qui est sous la forme d'un Fab Lab. Alors comme finalement on a des solutions, on travaille nous dans l'air, tout le monde pollue, donc Air France par exemple pollue énormément. Mais grâce à Gaz de France, tout s'arrange. Bon, je ne parle même pas d'Airbus, c'est vrai. Voilà. Donc les industriels polluent, évidemment, tout ce qui est trafic pollue, donc toute la gestion de la ville, la structure de la ville est importante. Donc on travaille énormément avec les collectivités territoriales. Puis les collectivités territoriales, en fait, c'est vous qui vivez, donc il fallait qu'on touche les citoyens. Donc on était à la fois, on était sur des problématiques tous azimuts. Bouger un peu l'administration, trouver un moyen de financer les politiques environnementales et impliquer des gens pour faire évoluer, comprendre un peu ce qui se passait. Voilà. D'où ce principe de Fab Lab et un travail, et je vais revenir à mes petits collègues sur cette question-là, d'où une réflexion aussi sur le modèle économique. Et nous, on s'est créé en SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui est en fait une société privée dans laquelle il y a plusieurs collèges de personnes. On a des grands groupes, on a des PME, on a jusqu'à 50% on peut avoir de collectivités territoriales, c'est le cas, on est basé sur Marseille, on a la métropole de Marseille, on a des gens qui sont dans la ski, et puis toi qui sera bientôt sociétaire, là elle va passer, voilà, donc voilà, et donc c'est quelque chose qui permet finalement d'avoir des nouveaux modes de management et un financement qui est basé à travers le projet, pas uniquement sur la subvention, mais sur du projet en fait partagé entre tous ces gens et un financement un peu circulaire. Voilà pour l'histoire. Ce qui m'amène à poser ensuite, on va faire un entretien d'embauche à tous ces gens-là. On va leur poser 3 questions. La première, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans leur métier? La deuxième, quel est le plus gros problème? Et la troisième, comment est-ce qu'ils vivent? Quel est leur mode de financement? Et puis j'en ajoute une quatrième pour la route. Pour ou contre l'ouverture, et quelle est la politique de leur structure? Et est-ce que... voilà. Donc... Alors, ce que j'adore, très rapidement, ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on accompagne les porteurs d'idées à aller au bout de leurs idées. Donc c'est super motivant, c'est très enrichissant, et on est au niveau de la base, dans les gens qui sont dans le faire. C'est très concret. Les difficultés qu'on rencontre, c'est que du coup on donne la parole par le bas, et derrière ça bouscule un petit peu les organisations, puisque d'habitude il y a des procédures, il y a une façon de faire dans l'entreprise, et nous on le fait d'une manière très très agile, dans des délais courts. En général c'est sur 6 semaines qu'on développe ces idées-là, et puis quelque part ça bouscule un petit peu l'organisation de faire dans une logique un peu plus agile et plus dans test and learn, et limite crash test and learn. Et donc voilà, c'est les difficultés qu'on rencontre. Comment on se finance? D'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on a eu, puisqu'on est venu on s'est rencontrés, tout le réseau innovation, pour réfléchir sur cette notion de ROI et de dire qu'il faut qu'on montre l'intérêt de l'innovation au sein de cette entreprise et de montrer que ça crée de la valeur. Et ça fait partie aussi des difficultés qu'on rencontre, de montrer la valeur de l'innovation participative. On est preneur de toutes vos idées, parce que je pense que vous rencontrez la même difficulté que nous. Et derrière, c'est pas évident, parce qu'on est des structures, il y a des financements qui doivent être débloqués. On a eu de la chance, on a des bons sponsors, mais ça peut pas durer. Et donc on a nous aussi des vraies questions autour de ça, de modèle économique et de viabilité de cette démarche. Et on y réfléchit. Voilà. Et l'autre question? Je ne sais plus. Pour ou contre l'ouverture? Eh bien, l'ouverture, on a une logique d'open innovation au sein de GRDF. Et donc, je pense que si on est là tous aussi, c'est qu'on est dans cette dynamique d'ouverture, c'est pas par hasard. Et quelque part, on est plutôt pour. Après, on a les mêmes difficultés que vous. Comment on fait? Voilà. Donc, on est preneur aussi de vos réponses. Voilà. Merci. Alors, la première question, c'était qu'est-ce qui nous plaît? Voilà, concrètement, moi je trouve
qu'au final, ce genre d'univers, c'est beaucoup plus concret que ce qu'on pourrait croire. Moi, quand je suis parti pour m'occuper du Playlab, on m'a dit tu quittes le bureau d'études, tu vas faire du pipeau, ça sert à rien. Nous, au moins, au bureau d'études, on fait des choses vraiment concrètes. Et en fait, je trouve qu'on travaille avec des gens qui mettent vraiment les mains dans le cambouis, qui font des choses, des projets sur leur temps libre. Et ça, c'est vraiment enrichissant. On travaille avec des gens aussi qui font des choses parce que ça leur plaît. Et donc dans une bonne humeur. Et ça, c'est assez rafraîchissant par rapport aux gens qui font des choses parce qu'on leur dit de les faire ou juste parce qu'il faut les faire. Et, le plus dur, c'est vrai que c'est ne faut pas se décourager quand on voit la quantité de choses qu'il y a à faire sur tous les points de vue. On se sent souvent un petit peu seul, donc c'est plutôt bien de pouvoir se regrouper avec d'autres Fab Labs, partager sur nos difficultés et c'est assez rassurant parce qu'on n'arrivera jamais de toute façon à convaincre tous les employés de la boîte. Et en termes de financement, moi je dépends directement du directeur de site. Donc ce qui est intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est que je ne suis pas rattaché à l'innovation classique de notre boîte. Donc le jour où il y a une campagne d'innovation qui a accès sur une technologie, sur une direction, on n'est pas obligé de la suivre. Nous, on peut faire des choses complètement différentes. On peut aussi se permettre de faire des choses qui ne sont pas du business. Nous, on a mis en place un service de trottinette en libre service sur le site pour aller d'un bâtiment A à un bâtiment B. Et ça ramène pas de valeur directement dans l'entreprise parce qu'on ne vend pas de produits. Mais par contre, on voit des managers en costume cravate qui ont la banane toute la journée sur leur trottinette. Et ça, c'est vraiment enrichissant aussi. Et la dernière question, c'était à propos de l'ouverture. Et nous, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose forcément à un moment donné. Nous, on a un site en plus qui est classé, très sécurisé, des badges dans tous les coins, on fait des satellites, il faut faire très attention. Et il y a un choix qui a été fait, c'est que le Playlab a été mis à côté de la cantine. Donc déjà, tout le monde passe devant nous. Et surtout, la cantine est à l'extérieur du site. Donc nous, on est un peu à l'extérieur. Donc il y a des complications pour accéder au réseau d'entreprise, machin. Mais d'une certaine façon, ça permet aussi aux gens de déconnecter, de ne pas être comme on a tendance à être en réunion, derrière notre PC à lire nos emails. Là, on est dans un espace à l'extérieur, on peut recevoir des gens de l'extérieur et on essaye de partir de ça. Et si vraiment on a quelque chose qu'on veut protéger, qu'on veut garder à l'intérieur, à ce moment-là, on rentre sur l'enceinte du site et on passe par d'autres moyens. Mais je pense que c'est important que l'innovation ne soit pas bridée par la fermeture, par les barbelés qu'on peut avoir autour de notre site, quoi. Donc, de notre côté, ce qui est le plus important, enfin, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'arriver à créer l'écosystème qui soit favorable à nos métiers pour innover. Donc, c'est vraiment mettre en place des outils qui permettent à un mécanicien d'implémenter son idée, de faciliter le partenariat avec une start-up, de créer un outil digital qui permet de mieux communiquer avec nos clients. Donc, c'est créer tous ces outils-là qui sont vraiment en support des métiers pour innover. Donc, c'est ce qui me plaît le plus. La question du financement, aujourd'hui, on a la chance d'être attaché dans notre division de la maintenance à la direction générale et c'est eux qui nous financent. Alors, bien sûr, il y a à la fois sur le budget de l'innovation participative et également sur les outils, les centres d'innovation, le projet de Fab Lab. Tout ça, c'est validé à un niveau hiérarchique élevé qui permet d'obtenir le financement pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, on est aussi dans une logique d'expérimentation. Ils ont bien compris qu'eux aussi, on devait tester des nouveaux outils d'innovation. On regarde ce qui fonctionne, on regarde ce qui fonctionne moins bien, on adapte et c'est ce qui nous permet d'avancer. La dernière question sur l'ouverture. Alors aujourd'hui, on a des contraintes également. On est dans des sites avec une sécurité renforcée puisqu'on est autour des avions. Donc il y a des zones sur lesquelles il faut avoir des badges spéciaux pour accéder. Donc on est en train de composer ça avec des lieux près de la cantine également parce que c'est un lieu de passage qui est plus ouvert. Il faut également avoir des lieux qui soient proches des mécaniciens, proches de leur lieu de travail
Donc on travaille sur des concepts d'hangar aéronautique du futur où dans le hangar, on a un espace pour des startups, pour des gens qui puissent, des académiques. Et c'est cet endroit-là, alors c'est pas exactement un Fab Lab, mais c'est un écosystème qui dans le hangar nous permet d'innover et on pourra rajouter les outils qui permettront de mieux entretenir nos avions. Merci. Donc moi j'ai déjà répondu sur la question du financement. J'ajouterais, je l'ai remis ici, là je mets les choses qui sortent un peu de nos discussions. Effectivement, je pense que, à moins que vous ne soyez pas d'accord, on a besoin de montrer qu'on crée de la valeur d'une manière ou d'une autre par des métriques. Parce que sinon on est rattrapé. Quelque part, il faut que ça rapporte. Mais finalement, la qualité de vie, la motivation rapporte. Alors nous, on a beaucoup de chance en environnement parce que finalement, on est tout le temps obligé de montrer que la politique environnementale rapporte. Donc on a des modèles économiques, on travaille sur les externalités, mais globalement, on est obligé de montrer que ça rapporte. Voilà. Ça, c'est pour le financement. Qu'est-ce qui me plaît le plus, tout ? Enfin, trouver une place dans la vie. Au bout de tant d'années de galère, je suis heureuse. Qu'est-ce qui me plaît le moins ? C'est juste crevant. Alors des fois, j'appelle Monsieur Michael en disant « Dis-moi que c'est dur pour toi aussi. Dis-moi qu'on n'a pas le temps. Dis-moi qu'on est désorganisé. » Ouais, on est des makers. Ça n'arrête pas. Cette ouverture fait qu'on est constamment bombardé. Mais qu'est-ce que c'est génial parce qu'on continue à apprendre. Alors je reste jeune. Vous avez vu, je suis vieille en fait. Mais non, grâce à ça, je reste jeune. Voilà. Donc maintenant, vu qu'on a parlé de nous, je vais demander s'il y a des Fab Labs d'entreprise, j'en vois au moins 2, mais j'en vois d'autres, de venir répondre à ces questions. En gros, d'où je viens, très rapidement, qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui est dur, comment je suis financé, l'ouverture. Voilà. Donc, voilà Monsieur Fabanco, Michael qui va prendre la parole. J'ajoute, avant de lui passer la parole, que voilà, on a tous travaillé ce matin au Fab Lab pour faire des petites maisons. Ça nous a permis de rencontrer des tas de gens super intéressants. Et je vous engage à prendre, voyez, des tas de petites maisons là, et puis à venir, si vous avez des Fab Labs, et vous en avez forcément, de venir contribuer à cette discussion en écrivant. Nous, on gardera ces petites maisons et on essaye de voir un peu ce qui nous relie. Voilà, je te passe la parole. Merci Anne. Oh, pardon, c'est un peu fort. Bonjour à tous. Moi, je vais rester debout. Je m'appelle Mickaël Desmoulins. Je travaille à la direction d'innovation de Renault et j'ai monté il y a 4 ans et demi maintenant un espace qui s'appelle le Creative Lab au Technocentre, qui a été un peu le papa ou la maman de tout un réseau de labs aujourd'hui qu'on a dans l'entreprise, dans nos principaux sites d'ingénierie à travers le monde Renault-Nissan. Donc on a à peu près 5 sites, 5 labs en France, 7 autres à l'international, et on travaille aussi à accompagner des labs qui sont un peu plus des verticales métiers. Parce que le concept finalement, en tout cas, démocratiser une technologie, donner l'accès à tout le monde, former les gens, l'ouverture à toute forme de leadership, de savoir-faire, indépendamment d'où vous venez, de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez faire, ça fait des petits, même dans des directions qui peuvent être des directions métiers très très verticales. Voilà. Et donc mon job aujourd'hui, c'est d'accompagner ça. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon job aujourd'hui ? Je pense que c'est rencontrer la passion des gens. Tous les jours, on rencontre des gens qui ont les yeux qui brillent, qui sont passionnés par ce qu'ils font, même si ça peut être anecdotique. Moi, c'est mon fuel. Voilà, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. Le truc le plus difficile, c'est parfois le sentiment d'être un peu seul, en tout cas, dans son entreprise. Parce qu'il n'y a pas forcément moult gens qui ont envie de changer la boîte, qui ont envie de la transformer, qui ont vraiment envie d'amener un bien général, même s'il y en a de plus en plus. Et d'où l'intérêt de se rencontrer avec d'autres personnes, d'autres entreprises dont je me retrouve souvent, j'ai souvent le sentiment d'être plus proche d'eux que beaucoup de gens qui sont dans ma boîte. Après, les autres questions, c'était quoi, les deux autres Comment t'es financé ? Comment je suis financé ? J'ai la chance d'être financé. C'est un modèle qui a évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a démarré, nous, en détournant un budget. Quand on a démarré l'initiative, utiliser un budget existant pour faire quelque chose qui était prévu à l'origine pour. On a hacké de manière douce et bienveillante les modes de financement dans l'entreprise au niveau des investissements pour réussir à investir des machines dans l'espace, dans le premier espace qu'on avait. Et puis après, ça a été à la fois des travaux, on va dire, de lobby interne pour réussir à créer des connexions fortes sur des activités d'accompagnement, d'innovation sur des filières RH, manufacturing, supply chain, voilà, pour obtenir une crédibilité.
et une crédibilité du site. Donc on a le site qui nous finance l'espace, qui nous finance tous les travaux qu'on peut avoir à faire à l'intérieur, parce qu'on a maintenant 500 mètres carrés, donc ça va vite, ça coûte vite cher, voire très cher. Au niveau du mode de fonctionnement, moi j'ai un budget pour faire tourner une équipe, donc à la fois humaine, en frais pour faire tourner les machines, et puis en investissement. Et en gros, on paye tout pour tout le monde, quels que soient les projets, sauf quand on est sur des matériaux qui coûtent très cher, comme du bois, ou sur des volumes de réalisation qui sont très importants. Et on est dans une logique où on ne fait payer personne. Donc c'est intégralement porté par la direction d'innovation à laquelle j'appartiens. Et dans les modèles qu'on est en train de faire pousser partout dans l'entreprise, on est dans un mode un petit peu différent, où on demande que ce soit la gestion des sites qui porte ces dynamiques-là, vraiment dans une logique de transformation culturelle des sites, de formation, d'accompagnement d'une logique d'open innovation locale. Et ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que comme on veut les accompagner, les amener aussi à travailler sur des projets vraiment d'innovation coordonnés entre nos différents sites, on a besoin d'avoir d'autres formes de financement qui soient plus liées à notre stratégie d'innovation. Donc c'est en perpétuelle évolution. La dernière question, c'est sur l'ouverture. Alors, on essaye d'être le plus ouvert possible, donc tous les salariés, quel que soit leur profil, quel que soit leur projet, que ce soit un projet personnel, de réalisation de déco de Noël, jusqu'à des gens qui travaillent à la transformation numérique des ressources humaines. On les accompagne, on les accueille. On accueille énormément d'entreprises et d'écoles qui sont en dehors et autour de notre entreprise, en faisant de l'échange de formation, de l'échange de temps machine, de l'échange de bureaux aussi. Je sais que Anne vient régulièrement travailler chez nous. Et on essaye aussi d'avoir une ouverture au public. Le vendredi, on nous contacte. Et alors, on est mal placé, c'est très compliqué au niveau de l'accès. C'est très stressant pour nous parce qu'on doit accompagner les gens toute la journée, mais on le fait au cas par cas. Voilà. On n'a pas eu énormément de gens de l'extérieur qui venaient, mais c'est possible. Voilà. Je passe à un collègue, Jean-Louis. Tu viens ? Bonjour à tous, donc je suis Jean Le Compo du groupe SEB. Donc je viens ici effectivement vous parler du SEB Lab. Le SEB Lab, donc, ça ressemble beaucoup à ce qui a été dit, ce qu'a évoqué Michael. On est né à peu près en même temps que lui, peut-être avec un peu de retard. On participe aussi à Fabenco. SEB Lab, par rapport à la gestation, c'est quelque chose qui est né sous forme d'une sorte de start-up, c'est-à-dire qu'on a créé ça vraiment à partir du bas, donc c'est vraiment une démarche bottom-up, et qu'on a vécu avec un petit groupe de 3 personnes sous forme d'une start-up, c'est-à-dire qu'on a piraté des budgets aussi, de la même façon, et puis on a réussi à faire vivre ça, à se faire accepter par l'entreprise, à créer les conditions d'acceptation, à avoir des indicateurs et maintenant à être complètement financé. Par contre, notre philosophie, elle reste avant tout dans le lean. C'est-à-dire qu'on est né avec ça et on restera avec ça, on mourra peut-être avec ça, je ne sais pas. Mais on n'existe que parce qu'on propose dans l'entreprise une autre façon de voir les choses et pas forcément avec de gros moyens. Donc le fait d'être resté toujours en dessous du radar dans l'entreprise, pour nous, ça a été un gros facteur de réussite. Donc ça, on le garde dans tous les cas. Après, sur qu'est-ce qui nous plaît là-dedans, je pense que je vais répéter ce qu'ont dit Anne, Michael, c'est-à-dire que aider les autres à innover, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, j'ai fait plus de 20 ans d'innovation dans le groupe SEB et je dis volontiers que les 3 dernières années, puisque c'est l'âge du SEB Lab, ont été les plus passionnantes en aidant les autres à innover. Donc je persiste à dire que c'est mieux d'aider les autres à innover que d'innover soi-même. Donc ça, c'est vraiment une expérience que je vous recommande. Les autres questions, donc c'était ce qui est dur. Ce qui est dur, même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être près du burn-out, c'est-à-dire que c'est tellement prenant, tellement passionnant, qu'on a vite fait d'y laisser sa santé, au moins mentale. Voilà, donc, mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est il y avait les autres thèmes, c'était l'ouverture, je crois, l'ouverture. Une particularité de SEB Lab, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est là depuis le début et ça a servi à légitimer le lieu et le dispositif, c'est que c'est bâti sur un processus. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être une sorte de prestataire de service à l'intérieur de l'entreprise qui s'est vendu aux équipes innovation. C'est-à-dire qu'on leur propose un processus d'accompagnement comme si on était une agence externe. Donc c'est ce qui nous a permis de nous vendre et d'avoir des indicateurs montrables à la direction.
Donc on n'est pas parti avec une idée d'ouverture pleine et franche comme un Fab Lab associatif. On est resté vraiment dans un accompagnement en utilisant le Fab Lab. Donc c'est toujours ça, c'est toujours la majorité de nos actions. Par contre, on a bien entendu l'idée d'ouvrir le plus possible. Et on est un peu persuadé que dans une entreprise comme la nôtre, l'ouverture libre, spontanée, le type self-service, ça ne marche pas vraiment bien. On aimerait bien que ça marche, comme dans un Fab Lab associatif, mais ce n'est pas forcément le plus sûr. Voilà, je vois on a des gens qui approuvent. Donc, ce qu'on a décidé de faire, ça démarre cette année, c'est de faire ça sur le ton de la boîte à idées 2.0, c'est-à-dire qu'on va provoquer l'ouverture en appelant les salariés du groupe, donc en dehors de l'innovation, à proposer des idées et à venir les matérialiser au SEB Lab. Donc voilà, on provoque finalement cette ouverture et on fait venir avec un processus bien construit les salariés de tout service pour qu'ils viennent dans le Fab Lab profiter des moyens et concrétiser leurs idées. Je ne sais plus s'il y avait une dernière question. Non, je crois que j'ai tout parcouru. C'est bon ? À quelqu'un d'autre qui veut venir participer ? Eh bien, il se lève. Ouais. Bon, bonjour à tous, donc on m'a fait une bonne mauvaise blague, voilà. Donc Georges Bonissi, je suis responsable d'un Fab Lab qui n'est pas un Fab Lab d'entreprise, qui est une entreprise avec un Fab Lab. Et en fait, donc je me suis dit, je vais dire quoi, c'est un coup monté. En fait, on est le Fab Lab des entreprises, des groupes qui n'ont pas de Fab Lab. Voilà. On travaille avec, notamment, on a travaillé avec Airbus Hélicoptère. On les a aidés à monter leurs labs, leurs différents labs. Voilà, on est à l'origine de ça. On travaille avec des labos de recherche tels que le CNRS, le CIRAD, l'IRD, le CVT. Tous ces grands groupes ou labos, et petites entreprises aussi, qui n'ont pas de lab, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément les compétences ou l'énergie pour mettre en place ce type de produits de recherche et d'aide, d'accompagnement. Donc ils viennent chez nous. Donc on est situé au cœur de la Provence, on est dans le Luberon. Ils viennent chez nous et nous on les accompagne. Donc on fait un boulot de Fab Lab, un boulot de lab, mais quasiment essentiellement tourné vers les entreprises et aussi les particuliers. Donc l'ouverture, on est ouvert à tous, dans tous les sens. On partage aux particuliers, aux associations, aux PME, TPE, groupes, labos de recherche et tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dur ? C'est chronophage. C'est très chronophage. C'est très plaisant, donc on ne regarde pas, on ne voit pas, et puis un jour on se dit on n'en peut plus, donc on se pose 2 jours et on recommence. Voilà, mais c'est plaisant, et puis c'est plaisant aussi, c'est la fruitière, donc ça s'appelle la fruitière numérique. C'est un Fab Lab, c'est un coworking, c'est de l'accueil de résidences scientifiques, techniques, c'est un gros tiers-lieu, c'est en milieu rural, hein, mais c'est un tiers-lieu, et donc c'est ça qui est plaisant, c'est tout ce mélange, c'est ce bouillonnement qu'on a et qu'on peut voir, et d'être contacté par des gens mais comme Airbus qui nous appelle, qui vient chez nous pour faire des workshops, pour qu'on les dynamise à sortir des silos, à essayer de mettre en place des labs, des nouvelles méthodes de travail. Bon, ben pour nous, c'est hyper valorisant, c'est encourageant, et c'est plein d'ouverture, plein d'idées, quoi. Donc on se régale, voilà. Voilà. Voilà, je vais passer la parole à Constance, qui va nous faire un petit peu une synthèse et puis qui va enchaîner un petit peu parce que j'aimerais que ça débouche sur quelque chose, tout ça sur une dynamique. Et vu que je suis fatiguée parce que vous avez tous compris que j'ai justifié ma fainéantise par le fait que quand même qu'est-ce qu'on bosse, c'est elle qui va reprendre maintenant. Voilà. Et Maker Tour, oui, qui va venir d'ailleurs dans la deuxième partie, parce que là on essaye de voir comment on met toute cette dynamique en place. Alors d'abord je te laisse la parole, je te laisse d'abord la parole et ensuite on verra comment on anime. Alors comme on est sur le hack de format, on est
tous et toutes dans la découverte spontanée. Du coup, j'aurais pas la prétention de faire une synthèse vraiment, mais peut-être un peu plus d'amener des éléments de réponse complémentaires aux réponses que vous avez faites d'un point de vue extérieur, puisque moi, je peux pas parler d'un lab d'entreprise dans lequel je travaillerai, mais plutôt de ce que j'ai pu voir. Donc, sur les éléments qui marchent et qui font du bien aux gens, un élément qui s'est entendu, je pense, de façon transversale dans ce que vous disiez, mais qui a peut-être pas été pointé directement, c'est deux aspects qui... pour moi, sont les raisons pour lesquelles on parle de 3e, 4e, voire 5e révolution industrielle. Là-dessus, je ne vais pas faire de grands débats théoriques quand on parle des Fab Labs. Et ces deux points essentiels, pour moi, sont le fait qu'on revienne sur deux fractures très fortes qui ont été œuvrées. La première fracture, celle entre le capital et le travail. Et donc sur la propriété commune des outils de production. Alors dans les Fab Labs, on est rarement sur des modèles coopératifs où l'ensemble des membres sont copropriétaires de l'outil de production, mais on est quand même sur des notions de mutualisation, de partage, où on partage des outils avec le sentiment de la responsabilité commune, de leur entretien, de leur fonctionnement, de leur réglage. Et je pense que même si c'est dans les petites nuances, le simple fait de partager une machine sur laquelle on apprend ensemble à travailler les réglages, je trouve que c'est... qu'on trouve dans les Fab Labs et dans les Fab Labs industriels, les Fab Labs présents au sein des entreprises, des éléments qui, je l'imagine et je l'espère, impactent après, en dehors du Fab Lab et toujours au sein de l'entreprise, les manières de voir le travailler ensemble, le faire ensemble, le penser, le concevoir et le diffuser ensemble. Et puis le deuxième élément de fracture qui a été opéré et sur lequel je trouve on revient aujourd'hui grâce au Fab Lab, c'est la fameuse fracture entre col blanc et col bleu, et où une fois qu'on passe la porte du Fab Lab, qu'on soit technicien, ingénieur, manager, quel que soit son poste, on devient maker et usager du Fab Lab. Et je trouve que le fait de revenir sur cette fracture-là au sein du Fab Lab interne, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important, à la fois pour... tout simplement le bonheur, l'équilibre humain, la relation entre les gens, puisque une fois qu'on sort de la porte de l'entreprise ou qu'on y entre, on reste tous et toutes des personnes pleines de ressources, de compétences, d'intelligence, de parcours, et des fois de ne plus être étiqueté et que la première question soit qui es-tu au sein de l'entreprise, mais que fais-tu au sein de ce Fab Lab. Je pense que ça amène des choses importantes et des dynamiques qui aident les gens à être heureux au travail. Sur l'aspect des difficultés, de ce qui peut être un peu plus compliqué, j'aurais envie, moi, d'insister sur un élément qui a peut-être pas trop été évoqué ici, parce que c'est pas les premières douleurs sur lesquelles vous revenez, même si elles étaient effectivement les premières qu'on entend. C'est quelque chose qui est lié à l'ADN des Fab Labs. Dans l'ADN des Fab Labs, il y a le partage, qui donne tout son sens à ce mouvement-là. L'idée du mouvement, même si on a bien compris ici que tous les Fab Labs d'entreprise se nomment Lab et respectent le fait que la charte des Fab Labs implique énormément de choses, dont l'ouverture à tous, qui n'est pas toujours possiblement respectée, d'où la sensibilité et la nuance qui est apportée dans les titres. Mais globalement, je vais parler de Fab Lab pour tout le monde. Dans l'ADN, il y a cette idée que si on a tous un parc de machines commun, dans lequel on amène tout le monde à pouvoir les utiliser, et que, troisième élément, les gens partagent, c'est-à-dire documentent les projets qu'ils font et partagent humainement leurs connaissances, on peut transformer les modes de production et de conception, encore une fois. Donc cette notion de partage, elle est essentielle, elle est centrale et elle est souvent très compliquée. Mais du coup, j'avais envie d'amener une note un peu positive et optimiste sur cet élément négatif, puisque il me semble, moi, que sur cette question du partage qui est très complexe, et je pense que personne, quel que soit le Fab Lab auquel il appartient, ne me contredira sur ce point, il me semble que, notamment grâce à la création de Fabenco, il y a vraiment des éléments et des projets et des axes qui sont pris forts, intelligents et bien amenés sur comment partager, et sur un côté extrêmement sensible qui peut vraiment interroger sur comment est-ce que des Fab Labs d'entreprises qui sont donc au sein d'entreprises qui ont une nécessité de protéger leur travail et de protéger ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils peuvent partager entre eux. Et du coup, je ne vais pas m'appesantir plus sur ce retour et directement me tourner vers vous et peut-être en premier lieu vers Michael pour vous poser cette première question qui est comment vous faites pour partager entre vous et pour mettre en œuvre cette notion-là qui est centrale. Merci. Je pense que c'est un point effectivement qui est mine de rien assez fondateur, je pense, dans le fait de créer un lab d'entreprise. Cette notion de mise en commun des moyens et sortir des logiques de propriété. Moi, c'est un des sujets sur lesquels je me suis beaucoup battu dans l'entreprise. Et
Je crois qu'il y a un gagnant. Parce qu'on est souvent dans une approche où voilà, l'imprimante du bureau, c'est mon imprimante, t'y touches pas. Mon outil, c'est mon outil, t'y touches pas. Alors qu'on est normalement dans un outil qui est qui est commun, qui appartient à l'entreprise pour un but précis. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en avant de manière très 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 forte. Après, ce qui se passe au niveau de la collaboration entre labs, effectivement, on essaie d'être dans une bonne intelligence en fait, et de sortir d'approches extrêmement frileuses ou peureuses qui sont bâties sur des a priori. Donc, on s'appuie beaucoup sur ce qui se passe dans les labs, l'intelligence de chacun. On considère que chacun est en capacité de se manager et de jauger aussi ce qu'il peut partager et ne pas partager. Donc ça, je pense que c'est important de faire confiance aux gens, et c'est vraiment des espaces dans lesquels on essaye de pousser et de renforcer cette confiance qu'on peut avoir dans les gens, et c'est ce qui se passe dans les relations qu'on peut avoir entre labs. Généralement, même quand on va parler de projet, on n'est pas dans des signatures de NDA. Alors si on est sur un sujet très très précis de développement, oui, on le fera, mais sinon de manière générale, on essaye plutôt de s'appuyer sur la bonne intelligence, savoir ce qu'on peut partager et ne pas partager. Et il y a une vraie volonté, puisqu'on est souvent sur des métiers qui sont malgré tout très orthogonaux, des business models qui sont très orthogonaux. On a quand même plus à gagner à partager, échanger, s'inspirer, que ce soit en méthodologie, fournisseurs, technologie, approche, experts, pour arriver à quelque chose qui soit vertueux. On l'a fait récemment, juste à titre d'exemple, avec Vincent Loubière d'Airbus, que je pense certains d'entre vous connaissent, Stéphanie du groupe SEB également, qu'on a invité chez nous pour travailler sur des futures planches de bord de la gamme Dacia, sur laquelle on est en train de travailler. Et grâce à eux, on a pu avoir vraiment une vision et une approche complètement en rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on aurait pu amener tout seul finalement. Donc je pense que cette mise en commun de moyens, de compétences, de savoir-faire, aujourd'hui, ça questionne la frontière de l'entreprise et comment on est en train d'inventer finalement une nouvelle forme d'entreprise beaucoup plus ouverte et perméable, qui sont plus dans des logiques d'écosystème. Voilà, je pense. Du coup, Mathieu, on m'invite à te passer la parole. Donc, Merci Constance. Moi, je représente et j'ai cofondé l'association Maker Tour. Donc pour la petite histoire, en fait, avec mon associé Étienne, on est venu ici il y a 2 ans avec un pari un peu fou. On a proposé à l'ensemble des acteurs du Fab Lab Festival, en fait, tout simplement de partir pendant 6 mois en France et en Europe à la rencontre d'une centaine d'ateliers de fabrication. L'idée étant de base de répondre en fait aux questions multiples que se posaient les Fab Labs, les labs d'entreprise, les labs dans les écoles. Et en fait, on a pitché ça dans une petite, on a fait une petite conférence un samedi après-midi il y a 2 ans. Et on a eu beaucoup de retours positifs de Fab Labs qui nous ont dit mais c'est hyper intéressant ce que vous voulez faire les garçons, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on a énormément de questions, allez-y, faites-le, lancez-vous. Et puis on a surtout eu la chance de rencontrer Jean-Louis de Seb et Michael Desmoulins qui sont venus nous voir en disant hey, les garçons, c'est intéressant ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait en discuter, je pense que vous avez certainement des choses à nous apporter. Et à ce moment-là, on s'est dit ok, on lance le truc, on va le faire. On a créé l'association Maker Tour. On est parti 6 mois. On a visité une centaine d'ateliers de fabrication et en fait, on a documenté 50 ateliers sur le site makertour.fr. Vous pouvez retrouver toutes les visites qu'on a faites. Et on a présenté nos conclusions il y a 1 an, justement. Donc, c'était marrant parce que c'était assez... en termes d'émotion, c'était assez fort parce qu'on présentait notre Tour de France à des gens qui nous avaient accueillis pendant 1 an. Donc, c'était assez extraordinaire. Et l'aventure Maker Tour continue, donc on commence à avoir des explorateurs un petit peu à travers le monde entier. On a actuellement 2 explorateurs qui sont partis pour 8 mois en Asie, qui vont explorer une centaine d'ateliers, qui vont documenter 150 projets. Et donc nous, notre ambition, c'est de documenter, de partager et de connecter les ateliers du monde entier et les projets de makers à travers le monde entier. Et donc on va aussi bien visiter des Fab Labs associatifs que des Fab Labs dans des écoles, que des labs d'entreprise, etc. etc. Et donc l'aventure continue aussi l'année prochaine. On a prévu de faire Maker Tour en Amérique latine. Donc voilà, il y avait une question du financement. Donc nous, on est financé pour l'instant qu'avec des entreprises. En fait, on propose généralement de faire une demi-journée en entreprise avec une conférence, une ou plusieurs conférences d'ailleurs, où on explique le mode de fonctionnement des Fab Labs d'entreprise que nous avons croisés, où on explique les limites, on met en avant des facteurs clés de succès que nous avions identifiés, et puis surtout on répond aux questions-réponses. Donc voilà pour la présentation succincte de Maker Tour. Bravo. Alors, juste avant, si vous voulez nous rejoindre,
On cherche des explorateurs, on cherche des gens pour nous aider. On est une association et vous êtes les bienvenus si vous voulez aller documenter les Fab Labs en Afrique. Parlons-en. Rejoignez-les, ils sont super, c'est génial de travailler pour eux. On arrive doucement à la fin de ce temps d'échange, mais juste avant que nous nous quittions et après que vous soyez venus donner vos contacts et vos idées, tous ceux qui ont été intéressés ou stimulés par ces échanges, je voudrais poser une dernière question aux différents intervenants et laisser ceux qui ont envie de répondre y répondre. Dans le thème de cette table ronde, il y avait la question de comment et quoi faire ensemble, notamment entre ces labs d'entreprise. Il y a des choses qui ont cours, il y a des idées qui naissent. Je suis certaine que chacun de votre côté, vous avez des envies. Donc c'est ça que j'avais envie de vous poser comme question. Quelle est, vous, à titre individuel, en tant que professionnel, l'envie que vous auriez de faire avec les autres? Sur quel axe ce serait? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire avec ces autres labs ici présents et plus largement les autres labs d'entreprise? J'ai une première réponse pour moi, en tout cas moi personnellement et avec MakerTour. Nous, notre idée, c'est vraiment d'essayer de créer des liens. Donc aussi bien de créer des liens avec les Fab Labs d'entreprise, les labs d'entreprise, excusez-moi. Les labs d'entreprise et les Fab Labs, ils se regardent un peu d'un mauvais œil. C'est un peu difficile de travailler avec les Fab Labs associatifs. Les Fab Labs associatifs ne veulent pas travailler, alors je ne fais pas de généralité, mais il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas travailler avec des entreprises. C'est dommage parce que nous, pour avoir vu pas mal de labs, ils ont beaucoup à s'apporter les uns et les autres. Donc nous, notre objectif là, dans les années qui viennent, donc on les a rassemblés sur notre plateforme makertour.fr, mais ce serait peut-être de les rassembler en physique, un peu comme aujourd'hui, un peu comme fait le Fab Lab Festival, et de travailler sur l'échange de bonnes pratiques, parce que oui, les Fab Labs ont des choses à apprendre aux entreprises, et les entreprises ont beaucoup de choses à apprendre aux Fab Labs. Pour répondre à ta question, effectivement, c'est de l'échange. Déjà, on a tous des visions différentes, on est tous dans des boulots qui nous bossent, qui sont chronophages, et des fois d'avoir ne serait-ce que 5 minutes le regard de quelqu'un qui est extérieur au projet, qui est extérieur au mode de fonctionnement, ça permet de déclencher, d'ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle perspective, et du coup d'aller plus loin et c'est co-construire. Voilà. Effectivement, dans la création, on se retrouve toujours confronté à des manques. Et le fait de s'associer avec d'autres personnes ou de discuter avec d'autres personnes nous donne des idées tout de suite. Et de toute façon, on est des êtres humains, et si on n'apprend pas d'autres êtres humains, c'est pas la peine d'être là. Et on est des innovateurs, et les innovateurs, c'est avant tout des gens qui sont ouverts. Oui, très brièvement, c'était un petit peu l'objectif quand on a monté Fabenco, en fait, l'association des responsables de labs pro et industriels. Pouvoir se rencontrer, échanger, se renforcer au contact des autres, échanger des bonnes pratiques, en laissant un peu les projets en périphérie. Et du coup, ce qui amène aujourd'hui à avoir une intimité entre beaucoup de labs, que ce soit d'ailleurs des labs, des Fab Labs classiques et puis des labs d'entreprise, et de créer les conditions pour que des projets puissent émerger. Et ce qui émerge souvent, ça va être soit effectivement de l'appui en conception. Je sais que nous, on a pas mal bossé avec les gens d'ici Montreuil, par exemple, sur des projets, parce qu'ils ont des compétences qu'on n'a pas, et c'est assez intéressant. Même en termes d'espace, sortir et aller travailler dans un autre espace inspirant. On est dans beaucoup de partage moi c'est ce sur quoi j'essaie de travailler aujourd'hui, tout ce qui peut être mis en commun, conférences, formations, même du temps machine, tout ce qui est excess capacity, donc on a des machines qui finalement ne sont utilisées qu'un temps donné, c'est un peu dommage de laisser dormir 20, 30, 40, 50% de leur temps, voire plus. Et puis il y a un gros sujet sur lequel on aimerait vraiment avancer sur l'année qui vient, qui est un aspect vraiment formation entre labs et entre Fab Labs. Donc ça c'est quelque chose, c'est un peu un serpent de mer pour moi, c'est un truc j'en parle depuis très longtemps, mais on va réussir à le faire, une espèce de compagnonnage des métiers de la fabrication numérique qui puisse s'opérer à l'intérieur d'entreprises, à l'intérieur de labs classiques, de Fab Labs classiques. Je m'emmêle les pinceaux sur les termes, mais voilà, en gros, c'est ça ce à quoi j'aspire. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Michael, en fait, on est preneur pour mener aussi ces réflexions avec vous, que ce soit sur le côté formation, sur le côté formation, mutualisation des ressources. Et il y a quelque chose aussi sur lequel on a envie de progresser, c'est la notion de reconnaissance. Ce sont des nouveaux métiers et on a besoin de faire connaître ces métiers au sein des entreprises, de notre entreprise aussi. Et on a quelque chose autour de la reconnaissance qu'on a envie de construire.
et dans la preuve de ce qu'on raconte. Et faire la preuve de ce qu'on raconte et la valeur qu'on crée. Voilà. Merci. Non, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est que quand on est en entreprise, souvent dans les process classiques, on essaye, c'est un peu chasse gardée, garde-clocher, on ne veut pas partager les propriétés intellectuelles, ce genre de choses, des fois même en interne dans la même entreprise. Et là, dès lors qu'on rentre dans ce milieu des labs, et j'ai vraiment vu ça avec Fab & Co, on trouve des entreprises complètement différentes, des fois même qui sont sur le même secteur et qui pourraient être concurrentes, mais avec qui on se sent tout de suite à l'aise pour échanger et on sent qu'on va pouvoir grandir ensemble plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues et se tirer la bourre. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Alors, ce qu'on attend, aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de recul pour répondre à cette question, mais si je dois prendre en considération la situation actuelle, je vais retrouver un peu ce que tout le monde a dit, c'est l'échange, pouvoir se poser des questions, échanger sur les bonnes pratiques, sur comment vous avez fondé votre Fab Lab, quels ont été les éléments clés de la réussite du montage de votre Fab Lab, quels ont été les effets collatéraux éventuellement des Fab Labs sur le management, sur l'humain, etc. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment plein de questions, encore pas mal sans réponse. Et voilà, c'est un peu ce qu'on attend aujourd'hui du réseau Fab Lab, que ce soit entreprise, associatif, etc. Alors, merci. Juste pour compléter, donc il y a un sujet qui nous tient à cœur, c'est qu'on pense vraiment que les personnes doivent utiliser ces moyens également pour leurs besoins personnels. On pense qu'un technicien, s'il utilise une imprimante 3D pour un besoin personnel, pour une pièce qu'il doit faire à la maison, il sera meilleur quand on lui demandera de travailler sur un sujet pour la compagnie. Donc bien sûr, le premier objectif, c'est pour la compagnie, c'est pour innover, c'est un outil d'innovation pour la compagnie, mais on souhaite également, ce qui n'était pas le cas avant, on n'a pas une culture où on disait aux gens, alors ce sera sur des heures dédiées, c'est pas sur leurs heures de travail, mais on veut que ce lieu soit ouvert et que ces personnes aient également accès à ces on dit que ces machines sont sous-utilisées, donc elles doivent pouvoir être utilisées également pour des besoins personnels, et on pensera que... Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'était avec le CE. Donc, on veut même travailler avec le CE pour, en partenariat, innover ensemble et faire fonctionner ce Fab Lab ensemble. Donc, s'il y a des gens qui ont travaillé sur ce concept-là, on est, comme le disait Loris, prêt à échanger pour prendre les meilleures pratiques. Merci à tous. Alors, sur le partage, en fait, il y a un point intéressant qu'il faut percevoir, c'est que les Fab Labs ont la chance d'avoir une charte et les labs d'entreprise ont la chance de ne pas en avoir, en fait. Ce qui permet, je ne sais pas, c'est peut-être pas perceptible dans une assemblée comme ça, mais il n'y a aucun lab d'entreprise qui ne ressemble à l'autre, en fait. Tout ce qui vous a été présenté, c'est très très différent. Donc au niveau du partage, je pense qu'il n'y a pas à se faire des nœuds au cerveau, c'est pas très compliqué. Le simple fait de voir ce que font les autres, c'est extrêmement riche. Ça, c'est l'expérience qu'on a au travers de Fab & Co. Au travers de Fab & Co, ce qu'on a fait de majeur, au moins pour moi, jusqu'à présent, c'est de se présenter mutuellement nos initiatives. Et ça, c'est très riche parce qu'on peut voir des choses différentes, ça peut inspirer. Et on peut aussi piocher ce dont on a besoin. Donc, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas, pour l'instant, à faire beaucoup d'organisation. Il suffit simplement qu'il y ait une ouverture qui consiste à vouloir bien présenter ce que font les uns les autres. Et je pense que là, il y a un enrichissement mutuel énorme. Donc moi, je vais conclure en disant qu'effectivement, la première fonction, c'était le groupe de parole qui m'a empêché de sombrer dans la folie. Merci à Fab & Co. Et donc, on reprend toute cette partie d'échange, d'inspiration, etc. Et puis, il y a effectivement un côté de formation qui est venu de tous les côtés en même temps. Ce besoin, finalement, d'accompagner, comment est-ce qu'on peut accompagner et comment est-ce que finalement on peut offrir à des gens dans une culture justement où on demande de plus en plus d'ouverture et de passion parce qu'il y a quand même un changement culturel où le jeune geek ou même le jeune a envie de découvrir plein de choses. On est une chance
pour ces gens. Et j'ajouterais, je pense que tu es d'accord, Michael, qu'en plus, on crée le lieu où ce jeune geek ou ce jeune créateur peut travailler efficacement pour nos structures, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Et puis, la dernière chose, moi, on a pensé que finalement, pour créer l'échange, au-delà du simple échange, après tout, on était des makers et ce serait bien d'avoir un projet de Fab Lab où on travaille ensemble avec un objet commun, mais qu'on s'approprie chacun, qui respecte la confidentialité et la sécurité des différentes structures, mais qui soit aussi ouverte au Fab Lab associatif. Et là, on est en train d'y travailler. Comme par nature, nous, on est public ouvert sur la ville, c'est assez facile pour nous de trouver des thèmes. Donc voilà, j'espère que vous en parlerez. Alors, on est super en retard. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Alors, ce que je vous propose, on a noté ensemble, on a discuté entre nous, on a noté un certain nombre de choses. On ne va pas en rester là. On va se faire une petite infographie sur ce qui est sorti. J'aimerais bien qu'on puisse continuer, pour ceux qui le veulent, à échanger, que vous appreniez peut-être à nous connaître plus directement. Je sais que nous, vous pouvez nous voir. Voilà, donc si ceux qui sont intéressés, vous laissez vos coordonnées ou votre email, et on vous renverra cette petite infographie, on discute avec vous. Voilà, et tu voulais dire quelque chose ? Et oui, c'est juste, évidemment, si vous avez des questions directement maintenant, oui, parce que je ne suis pas du tout dans l'échange, en fait, donc voilà. Bravo Anne, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Pas vraiment une question, mais plutôt une réaction par rapport à ce que vous avez dit. C'est que, alors moi je m'appelle Sébastien, je viens d'un grand groupe français que je ne vais pas citer pour pas avoir de problème, que j'ai quitté. Et non, je ne crois pas que ce soit écrit dessus. Et on avait des Fab Labs, soi-disant Fab Labs. Donc déjà, il faut faire attention au vocabulaire. J'ai vu que vous avez été très précautionneux par rapport à ça, d'appeler ça le lab d'entreprise. Parce que dans mon groupe, on appelait ça le Fab Lab, les Fab Labs, etc. Sauf que c'était pas du tout ouvert. Et quand il faut accompagner les gens, faire 1 kilomètre sur le site avec des badges, etc., c'est pas ce qu'on appelle ouvert. Ensuite, donc je me suis pris quelques notes, c'est pour juste aller plus rapidement, il n'y en a pas 50. On s'est tous tapé dans le dos en disant ça marche, mais en fait j'aurais bien aimé que vous citiez aussi ce qui ne marche pas, et vous l'avez effleuré d'une certaine manière. C'est par exemple sur la localisation, quelqu'un a parlé de localiser le Fab Lab à côté de la cantine. Donc ça c'est très bien, mais dire aussi que ce qui ne marche pas, c'est de le garder par exemple une direction technique. Nous on avait 4 soi-disant micro Fab Lab dans la direction technique, mais rien à côté des unités de montage. C'est-à-dire que les gens qui étaient les plus manuels, c'était pas ceux qui étaient les plus proches des lieux de fabrication. Ensuite on avait un autre lab qui était plus grand, mieux équipé, mais sur un autre site, qui était particulièrement administratif. Donc il fallait faire 3 bornes en bagnole, il fallait prendre la voiture pour aller sur le site du Fab Lab. Donc ça, c'est des choses qui ne marchent pas. D'accord ? Évidemment, ça paraît évident, mais s'ils l'ont fait, c'est que ce n'est pas si évident que ça, quoi. Ensuite, la question du sous-emploi du matériel, ça a été cité par ici. Ils avaient une imprimante 3D géniale dont tout Fab Lab rêverait d'avoir accès, et en fait ils l'utilisaient quasiment jamais. C'était pas ouvert d'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure les projets personnels, c'était pas ouvert aux projets personnels. Du coup les gens voient ça en se disant ouh là là, le temps que j'apprenne à m'en servir, c'est mort, je saurais jamais faire. Du coup ils ne s'y mettaient pas, et il y avait que la personne qui était en charge, donc le Fab Manager local, de s'en occuper, qui faisait les pièces. Et qui justifiait auprès de sa hiérarchie son budget en disant regardez, on a imprimé cette pièce-là, on s'en sert pour la com, etc. Il était seul à le faire, quoi. Donc un petit côté, comme tu disais tout à l'heure, juste avant de parler, un petit côté tu vas faire du pipeau. Et c'est dommage parce que du coup ça nuit énormément au potentiel que ça peut apporter dans une entreprise, parce que cette fois-ci avec ma casquette un peu plus maker, je sais tout ce que ça peut apporter, et ça ne l'apportait pas, au contraire ça devenait rapidement contre-productif. Si c'est pas intéressant. Je suis vraiment navrée, c'est extrêmement impoli ce que je suis en train de faire.
Pour laisser place à la suite du programme, on va vraiment devoir quitter la salle, mais je vois bien que ce temps d'échange a été fructueux et inspire de riches échanges à suivre. Du coup, je vous invite à suivre l'équipe de la table ronde qui va se rendre au Fab Café avec les supports d'échange et notamment l'infographie. Et vous pouvez poursuivre ces échanges à l'entrée de la halle au niveau du Fab Café. Merci beaucoup, merci encore aux intervenants, merci à tous pour votre attention.